Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième journée d'études sur les généalogies de la liberté d'expression qui est consacrée aujourd'hui au XVIe et au XVIIe siècle. Ce cycle de journées d'études est organisé dans le cadre du programme de recherche EGALIBEX, Liberté d'expression et égalité de participation, qui est financé par l'ANR, et aussi du programme de recherche La liberté d'expression, généalogie, modèle, institution, qui est financé par le LABEX Commode à Lyon. Et donc ce cycle est organisé par Christopher Hamel, maître de conférence en philosophie à l'université Rouen-Normandie, et par moi-même, Charles Girard, maître de conférence en philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3. Une première journée d'études qui avait eu lieu en mai 2019 servait d'introduction à ce cycle, et cette deuxième journée avait dû ensuite être reportée en raison de la crise sanitaire, donc nous sommes particulièrement heureux qu'elle puisse avoir lieu aujourd'hui, même si c'est seulement, donc, malgré tous nos efforts, en distanciel. Nous sommes particulièrement heureux, particulièrement reconnaissants aux intervenants d'aujourd'hui, Julie Saada, Isabelle Delplat, Luc Foineau, Mogen Slaerk et Thierry Gontier, de leur participation et de leur présence. Une troisième journée d'études qui sera consacrée au XVIIIe siècle, aura lieu en juin ou en juillet prochain, et une quatrième journée, sans doute à l'automne, sur le XXe siècle. Et toutes ces journées participent du même projet qui débouchera sur un ouvrage collectif consacré donc aux sources philosophiques de la liberté d'expression. Le programme EGALIBEX, qui réunit des philosophes, mais aussi des juristes, des sociologues, s'intéresse à la régulation de la liberté d'expression dans les démocraties libérales contemporaines. Il s'agit, plus précisément, d'examiner la manière dont ce droit fondamental est régulé, ou dont il devrait être régulé, en tant que droit démocratique, c'est-à-dire en tant que droit qui est reconnu comme une condition nécessaire, voire comme une composante essentielle de la politique démocratique, parce qu'il permet l'expression et la formation de l'opinion, la manifestation du désaccord, la formulation de revendications, la délibération collective et la critique publique. Cette recherche collective a d'abord un volet conceptuel qui vise à clarifier le sens, les frontières, les justifications possibles aussi du droit à la liberté d'expression en tant que droit démocratique. Elle a aussi un volet normatif qui consiste à identifier les implications qu'ont pour le droit de la communication différentes conceptions théoriques de la démocratie. Et elle a enfin un volet comparatif qui porte sur l'étude des différents ordres juridiques, en particulier au niveau européen, où le droit individuel à la libre expression et les exigences générales de l'ordre démocratique se trouvent articulés. Mais ces trois axes de recherche supposent tous une attention à la dimension historique de notre objet, et notamment à l'histoire des traditions politiques et légales diverses dont sont issues les règles et les principes dont les démocraties libérales contemporaines ont hérité, et à l'histoire des idées politiques et juridiques où se sont forgés, de façon souvent plurielle, parfois contradictoire, nos concepts de liberté d'expression, de liberté de parole, de liberté de discussion, de liberté d'opinion, entre autres. Et c'est ici que les travaux de notre équipe rejoignent les préoccupations générales du LABEX Commode, qui porte sur la constitution de la modernité politique. Il s'agit de penser la liberté d'expression avant la liberté d'expression, c'est-à-dire avant que ce syntagme ne prenne forme, puis ne s'installe définitivement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, notamment sous l'influence du droit international des droits de l'homme. Donc, sans présupposer, bien sûr, une unité ou une perdurance d'un concept ou d'un principe qui serait resté le même, inchangé, unique, à travers les contextes et les époques, nous voudrions retracer les généalogies multiples de cette idée contemporaine pour en restituer, là où cela est possible, les filiations, mais aussi pour repérer dans cette histoire les embranchements, les convergences, les possibles qui ont été abandonnés ou non explorés. Et donc nous faisons le pari que cette enquête généalogique, outre son intérêt propre, peut aussi éclairer, en retour, les controverses contemporaines sur la liberté d'expression. Quel type de liberté ou de droit, d'abord, est la liberté d'expression? Simple liberté négative ou liberté positive? Liberté politique, sociale ou naturelle? Protection contre l'État et les pouvoirs publics seulement, ou aussi peut-être contre les pouvoirs privés? Que faut-il ensuite entendre par expression dans la formule liberté d'expression? Quel type d'activité, quelle forme de communication, individuelle et collective, privée ou publique, s'agit-il de rendre libre et de protéger? Et peut-on définir les limites d'une telle liberté
d'une façon qui ne soit ni glissante ni arbitraire. Quel rapport, par ailleurs, cette liberté, lorsqu'elle est individuée, ce qui n'est pas toujours le cas, entretient-elle avec les autres libertés, notamment avec la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté religieuse, la liberté d'association, la liberté de manifestation? Peut-elle être séparée de ces autres libertés? En découle-t-elle? Les fonde-t-elle? Les englobe-t-elle? Qu'est-ce qui justifie, enfin, que la liberté d'expression soit protégée, si elle doit l'être? Sa valeur est-elle positive? A-t-elle à voir avec l'autonomie de la pensée individuelle ou le développement de l'individu, avec la poursuite de la vérité, avec le bien-être social, avec le bon gouvernement? Ou sa valeur est-elle avant tout négative, c'est-à-dire réside-t-elle simplement dans les dangers liés à la censure qui doivent être évités? Ce sont notamment ces questions que nous voulons poser aux différents auteurs et courants qui sont étudiés lors de ces journées. Alors bien sûr, soumettre ces textes historiques à des questions qui, pour nous, sont contemporaines, ou en tout cas ont une actualité contemporaine, ne va pas sans difficulté. Et je donne la parole à Christopher Hamel qui va prendre le soin de les évoquer, ou d'évoquer la manière dont nous pensons nous situer par rapport à elle. Donc en effet, l'objet de cette journée d'études est bien sûr, grâce à vos travaux, de mieux comprendre les réflexions philosophiques des débuts de l'époque moderne au sujet de ce que nous appelons aujourd'hui la liberté d'expression. Mais cette journée d'études s'inscrit aussi, comme Charles vient de brièvement le présenter, dans un cadre qui est celui d'un projet essentiellement contemporain. Et cette articulation, qui suppose de mettre le passé, pour le dire vite, au service d'une ambition théorique contemporaine, appelle un certain nombre de précisions. Quel peut être, de façon générale, l'apport de l'histoire de la philosophie, ici des XVIe et XVIIe siècles, l'apport de l'histoire de la philosophie au projet théorique d'interprétation de la liberté d'expression comme un droit démocratique dans les démocraties libérales contemporaines. Si on voit immédiatement les ressources que peuvent fournir les études historiques de la jurisprudence du premier amendement de la Constitution américaine, par exemple, on peut se demander à quelles conditions pourraient être pertinentes les réflexions d'auteurs qui, à l'évidence, ne résonnaient pas dans le cadre des sociétés démocratiques contemporaines, qui ne concevaient pas la liberté d'expression comme un droit, et qui, le syntagme même de liberté d'expression, est le plus souvent absent. Ces éléments de forte discontinuité semblent rendre impossible une généalogie linéaire au sens fort, c'est-à-dire un récit continu qui chercherait à établir rétrospectivement les étapes de l'émergence et du développement du concept de liberté d'expression comme droit démocratique. En revanche, cette discontinuité n'empêche pas, en tout cas c'est notre conviction, notre intuition initiale, de porter l'attention sur un certain nombre de configurations historiques et théoriques spécifiques dans lesquelles se manifeste clairement le souci de défendre l'idée que la loi doit protéger ou mieux protéger l'expression de la pensée, pour l'exprimer de façon très, très générale. Ce travail de reconstruction d'argumentation passée en faveur de ce que nous appelons la liberté d'expression implique une double exigence, au moins, vis-à-vis des textes abordés. D'abord, bien sûr, une exigence de fidélité historique aux textes considérés. Cette exigence garantit minimalement que l'on traite bien d'un texte donné et non pas d'un texte que l'on se fabrique pour l'occasion. Et ensuite, une exigence de pertinence contemporaine, puisque cet intérêt pour l'histoire est lié à un projet contemporain. Pertinence contemporaine des textes considérés, exigence qui fournit finalement les motifs pour s'intéresser à tel ou tel objet, tel ou tel auteur du passé. Montaigne peut-être plutôt que la Boétie, ou Bayle plutôt que Malebranche. Mais bien sûr, un critère de pertinence qui est toujours susceptible d'être révisé en fonction, des lectures qu'on propose. Mais ces deux exigences soulèvent chacune une série de difficultés, et je ne veux pas faire de liste exhaustive, bien sûr, mais simplement en pointer quelques-unes pour vous indiquer nos précautions vis-à-vis de ce travail. Sur la fidélité, puisque reconstruire une pensée passée ne revient pas à répéter à l'identique, eh bien, la question se pose de savoir jusqu'où on peut aller dans le découpage, dans la réorganisation, dans la réélaboration du contenu, tout en y demeurant fidèle.
à un niveau encore plus fondamental, qui est un niveau sémantique, pour être fidèle au texte, est-ce qu'il faut simplement s'appuyer sur le sens qu'on peut lui conférer depuis l'intérieur de la pensée de l'auteur, depuis l'intérieur du système des œuvres de l'auteur, si système il y a d'ailleurs, ou bien faut-il le rapporter à une série de champs discursifs au sein desquels ce texte prend place, comme le veut une méthode essentiellement contextualiste. Sur la pertinence également des difficultés, puisque la question se pose de savoir comment déterminer des critères fiables de la pertinence. S'agit-il d'une pertinence directe et immédiate d'une thèse ou d'un argument que l'on pourrait, tel quel, mettre au service de l'analyse contemporaine, du projet Egalibex en l'occurrence, et le risque ici, bien sûr, c'est que cette volonté de mobiliser directement un texte dans une analyse contemporaine conduise en fait à déformer la spécificité du contenu des textes abordés. S'agit-il de façon plus modeste d'une pertinence indirecte, qui entendrait simplement nourrir, enrichir, élargir la réflexion contemporaine sans prétendre lui apporter des éléments déterminants? Mais alors le risque ici, peut-être, c'est que l'intérêt du détour par l'histoire soit diminué, que la pertinence philosophique, normative, pour le projet contemporain soit diminuée. Alors probablement que ces risques, et il y en a probablement également d'autres, ces risques justifient finalement de privilégier une méthode qui n'envisage une mise en rapport des textes du passé avec la question contemporaine de savoir comment concevoir la liberté d'expression pour nous aujourd'hui, donc de privilégier une méthode qui fasse cette mise en rapport après seulement avoir procédé à une reconstruction minutieuse de la pensée des auteurs du passé. Et c'est en tout cas le sens de notre démarche en faisant appel à vos qualités d'historienne et d'historien de la philosophie dans le cadre de ce projet que Charles a brièvement rappelé. Alors, comme il l'indiquait, Charles, nous faisons le pari que ces études d'histoire de la philosophie permettront de mettre en relation, de façon féconde, même si on n'a pas encore les modalités de cette mise en relation très fermement établies, donc mise en relation de ces élaborations passées avec nos préoccupations contemporaines. Et de nouveau, nous vous remercions toutes et tous de vous être rendus disponibles dans cette période particulièrement difficile. On a vu quelques effets techniques de la difficulté de la période en commençant. On espère qu'elles ne vont pas trop se multiplier, ces difficultés, mais on vous remercie en tout cas d'être là et de participer à cette journée.